Alors, c'est parti. Donc, l'ASDER, l'espace France Rénov, qui porte l'espace France Rénov au niveau du département de la Savoie. Alors, je vais faire une entrée, pardon, je recommence pour faire une vraie entrée pour les replays parce que sinon, on n'a pas trop d'introduction. Alors, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va concerner les aides financières associées à la rénovation énergétique pour les particuliers. Et nous sommes dans un cadre un petit peu particulier puisqu'on organise ce webinaire en lien avec la CAPEB, en collaboration avec la CAPEB et dans le cadre d'une convention que nous avons, nous, auprès de Grand Lac. Donc, juste pour présenter l'ASDER, donc moi je suis Mickaëlle Rabillet et je suis responsable du pôle accompagnement des particuliers à l'ASDER. Et au sein de l'ASDER, qu'est-ce qu'on fait pour les particuliers? Eh bien, on fait un accompagnement à la rénovation globale énergétique avec 9 conseillers aujourd'hui à votre disposition pour répondre à vos questions, que ce soit sur des appels téléphoniques, puisqu'il y a des appels téléphoniques et une permanence téléphonique tous les jours, des entretiens personnalisés qui se font soit à la Maison des Énergies, soit en permanence décentralisée. Et puis, des rendez-vous un peu plus précis avec, sur certains secteurs, comme c'est le cas pour Grand Lac, des visites sur place dans le cadre de rénovations beaucoup plus globales et plus performantes, où l'objectif de la rénovation est une rénovation plus performante. Et là, on fait une visite sur place et on va pouvoir faire un diagnostic énergétique avant travaux, après travaux, lors de cette visite sur place. Voilà, donc on accueille un nouveau participant qui est en train d'arriver. Donc voilà, nous, on est financé, le service l'ASDER, donc le service France Rénov porté par l'ASDER, on est financé par les différents logos que vous voyez en bas, donc la région, le département, euh, les collectivités locales pour faire ce conseil gratuit auprès des particuliers, ce qui fait que vous pouvez très facilement envoyer les particuliers vers nous puisqu'on leur fera un conseil neutre et objectif et qu'il n'y a pas besoin ni de rémunération, ni d'adhésion ou autre pour être conseillé par nos conseillers. Le contenu du conseil, ça va tourner autour des aides financières, comme on va l'évoquer ce soir, mais aussi des notions techniques liées à la rénovation performante, et puis plus globalement les économies d'énergie et la mise en place d'énergie renouvelable. Donc voilà, les rendez-vous, ça va être des rendez-vous d'1 heure à 1 h 30. Les visites sur place, là, on est sur un suivi beaucoup plus précis, mais voilà, on est vraiment sur un accompagnement technique de la part des conseillers Info Énergie. Donc bienvenue, hein, Monsieur Royer, on vous a bien vu arriver, on a commencé le webinaire et vous n'hésiterez pas à intervenir s'il y a besoin, soit par le chat, soit en prenant la parole. Alors, quelques mots sur les enjeux, parce que c'est toujours bien de se les rappeler, mais aussi pour les avoir tous en tête et partir sur le même type d'informations qu'on peut avoir les uns les autres. On est bien loin de nos objectifs en termes d'enjeux climatiques. Vous voyez qu'en termes de dérèglement climatique, on est déjà ici, c'est-à-dire qu'on est déjà à plus 1 degré, 1,2 degré pardon, en 2021. Et que si les politiques actuelles continuent la tendance, eh ben, on sera plutôt aux alentours de 2,7 degrés en 2030. Donc ça veut dire quoi? On peut le prendre de deux manières, soit se dire bon bah finalement c'est foutu et on n'y arrivera pas, soit se dire que nos actions individuelles et nos actions, nous, dans le cadre de notre travail, soit d'artisans, soit d'accompagnants pour les projets de rénovation globale, bah, ils sont très, très importants et très impactants pour faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà, donc nous on s'appuie sur un triptyque qui est la démarche Négawatt et le scénario Négawatt, qui est un scénario qui a été fait par des experts euh, qui essayent d'imaginer à l'horizon 2050 ce qui se passera en termes d'énergie et qui a fait un scénario faisable et souhaitable avec des choses très chiffrées et très cadrées pour dire voilà, si on veut être 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050, bah, il y a 3 facteurs
Le premier facteur, c'est de se dire on commence à agir sur la sobriété. Et là, on baisse la tendance actuelle qui est de consommer toujours plus d'énergie. Et on va gagner les fameux 10-15% liés à la sobriété. La sobriété, peut-être contrairement à ce que disent un petit peu les médias ou le gouvernement en ce moment, c'est à confort égal, hein. On est vraiment sur des éco-gestes à confort égal. Donc, ça veut dire que imaginez la sobriété en se chauffant à 19 degrés dans une passoire thermique, bah, ce n'est pas vraiment ça, quoi, hein. 19 degrés dans une maison très bien isolée, c'est faisable. Et encore, ça dépend un peu de notre activité, mais il faut s'adapter à ça. Mais ce n'est pas faisable partout, clairement, notamment pour des maisons qui sont considérées comme des passoires thermiques. Mais voilà, la sobriété, ça marche, hein. C'est des choses qui nous permettent, avec les éco-gestes, avec les veilles, avec tous ces choses-là, sans investissement, de gagner les 15% d'économie. Ensuite, l'efficacité, c'est plus ce qu'on va voir ce soir, c'est tout ce qui est rénovation thermique, notamment, hein, appliqué au bâtiment. Et là, on gagne à nouveau les 20%. Et ensuite, si on a fait ces deux leviers-là, le troisième levier, de mettre en place les énergies renouvelables, ça fonctionne. Et on arrive à être 100% énergie renouvelable en 2050. Si on essaye de passer directement au 100% renouvelable, ça ne fonctionne pas parce qu'on a trop de consommation aujourd'hui. Alors, si on regarde un petit peu, toujours pour avoir quelques notions en tête, en termes de consommation énergétique des bâtis, vous voyez que le gros du bâti, ce que vous connaissez bien, hein, je pense, sur lequel il y a un effort important à faire, c'est le bâti des années 50, 60, qui se trouve être les fameuses passoires thermiques parce qu'on a construit vite et pas forcément très bien. Et on a construit massivement en béton ou en parpaing. Alors que avant, finalement, les vieilles bâtisses, on était plus sur des choses plus compactes, moins de fenêtres et moins de menuiserie, moins de déperdition pour le coup. Ça ne veut pas dire que les murs en pierre sont isolants, hein, mais en tous les cas, on était sur quelque chose d'un peu plus sobre. Et pour le coup, pas forcément très énergivore. Quand même énergivore, hein, ça veut dire qu'il y a quand même du travail à faire là-dessus. Mais le gros de notre travail, je pense, sera sur ces maisons-là. Et pour le coup, c'est sur les maisons où c'est le plus facile d'agir parce qu'on est sur des maisons sans caractère patrimonial particulier où on va pouvoir imaginer des isolations extérieures, des changements assez importants. Alors, au niveau de notre service d'accompagnement, nous, au niveau du service public porté par le département et animé par l'ASDER, on a 3 niveaux d'information. Donc, l'accueil téléphonique. Donc là, les gens peuvent nous appeler tous les jours, sauf le jeudi matin, et ils sont systématiquement rappelés, même quand on a 80-90 appels par jour, ils vont être rappelés dans la journée. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour eux, et vous pouvez aussi leur dire qu'ils peuvent nous appeler assez facilement, et ils seront rappelés, pas forcément tout de suite par un conseiller, mais dans les 2-3 jours, il y a un conseiller qui les appellera directement. Ensuite, les permanences, on a 23 lieux de permanence territoriale un petit peu partout en Savoie avec des rendez-vous sur place où là, les gens vont amener leurs plans, leurs devis, etc. Et puis, l'accompagnement de projet renforcé, c'est la fameuse visite sur place dont je vous parlais. Donc, quand on va être en rendez-vous avec les personnes, on va analyser l'état du bâti, le mode de chauffage, le mode d'isolation, les ponts thermiques, le type de ventilation, etc. On va essayer de regarder les améliorations possibles et de prioriser, d'aider les gens à prioriser un peu les travaux de rénovation qui peuvent être faits en fonction et de ce que souhaite le propriétaire, de ce qu'il a envie aussi pour le devenir de sa maison. Est-ce que c'est une maison sur laquelle ils veulent rester longtemps? Est-ce qu'ils veulent la partager en deux? Est-ce qu'ils veulent... il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis, la partie aide financière qu'on va regarder plus précisément ce soir. Là, c'est l'accompagnement en projet renforcé, hein, donc avec la visite sur place, l'évaluation thermique, donc c'est une évaluation simplifiée hein, avec l'outil Caprénov pour ceux qui connaissent. Et puis, analyse de devis, c'est-à-dire que là, on va suivre le projet du début à la fin en aidant les gens à analyser les devis. On n'est pas prescripteur, on n'est pas affilié à des entreprises. Hein, donc, nous, on ne va pas donner des noms d'entreprises pour qu'ils fassent faire des devis, mais par contre, on aura un regard sur les devis et on les aidera à comparer des devis d'une manière technique.
Et puis suivi de projet avec, ça peut être à nouveau des visites sur place et un accompagnement pour que sur l'aspect financier, rien ne soit oublié. Alors les aides financières, c'est ça. Donc ça, c'est pour dire que c'est quand même bien le bazar et que c'est compliqué de s'y retrouver. Que ça change régulièrement. On est en fin d'année là et ça va changer à nouveau début d'année prochaine pour certaines aides. Donc, d'où l'idée d'avoir un peu ce carrefour auprès de nous, puisque nous, on a à la fois toutes les infos des aides au niveau national, on a un lien fort pour avoir les infos auprès de MaPrimeRénov'. On n'est pas décideur de tel ou tel type d'aides qui vont être mis en place, mais en tous les cas, on peut éviter voilà, d'oublier certaines aides. Ça, c'est sûr. Pour l'aspect point de vigilance un petit peu par rapport à toutes ces aides, vous le savez sûrement, hein, mais le professionnel qui accompagne le particulier et qui va faire les travaux doit être qualifié RGE. Il y a des critères de performance minimale pour chaque type d'aide et des critères qui ne sont pas forcément les mêmes selon les aides à respecter. Et puis, il faut classiquement et majoritairement demander les aides avant de signer les devis. On a l'annuaire des professionnels RGE qui se trouve être sur le site France Rénov', hein, donc assez facile à trouver. Nous, parfois, on aide les gens à s'y retrouver dans ce site, mais globalement, les gens sont plutôt autonomes sur cette partie-là. Et puis, des infos aussi sur ce qui doit être mentionné sur le devis et la facture. Je sais que la CAPEB a travaillé pour ses affiliés ou adhérents, je ne sais pas comment on dit, plutôt adhérents, à des devis types. Voilà, donc ça peut être intéressant de vous rapprocher d'eux aussi si vous avez des besoins à ce niveau-là. Mais voilà ce qui doit être mentionné sur le devis et la facture. La date de visite préalable, puisque maintenant c'est obligatoire hein, d'avoir une visite préalable. La part fourniture des matériels TVA comprise. Les caractéristiques techniques et les critères de performance des matériaux ou des équipements. Donc pour les matériaux, ça va être le certificat SRMI. Pour les équipements, ça va être l'ETAS avec le rendement. Voilà, c'est vraiment des choses importantes à faire figurer. Les surfaces d'isolant ou de capteurs. Si on a des travaux soumis à qualification, eh bien la qualification en fonction du type de travaux effectués. Et puis, si on est sur des parois vitrées, vous savez que les aides sont seulement si on est en remplacement de simple vitrage, et ça, il faut l'indiquer sur le devis également. Hein. Alors, les performances minimales, ici, on est sur les performances minimales pour notamment MaPrimeRénov', qui est l'aide nationale qui est venue remplacer le crédit d'impôt transition énergétique. Avec des résistances thermiques minimales, hein, donc à respecter. Et on ne prend pas en compte dans ces résistances thermiques ce qui est présent comme isolant auparavant. Donc, ce n'est pas le R de la résistance liée à l'ajout de l'isolant, c'est vraiment l'isolant ajouté dans son ensemble seul, sans prendre en compte l'isolant qui était éventuellement présent avant. Et attention, certaines collectivités et le département de la Savoie met des critères plus exigeants. On est à 7,5 par exemple pour le plancher des comptes. Donc attention à bien regarder les critères en fonction des aides associées. Alors, avant de signer les devis, le client doit forcément faire sa demande, notamment de certificat d'économie d'énergie, puis de MaPrimeRénov', et attendre d'avoir un reçu du financeur qui dit « Ok, on a bien reçu votre demande, vous pouvez lancer les travaux ». Une fois que les demandes sont faites, le client peut signer le devis et faire réaliser les travaux. Et il va ensuite avoir nécessité de joindre les factures pour avoir son versement de l'aide financière. Alors, quelles aides sont aujourd'hui disponibles pour les particuliers, que ce soit en maison d'habitation ou en copropriété? On a deux parcours possibles, hein, qui sont le premier parcours plutôt classique qui est MaPrimeRénov', plus les certificats d'économie d'énergie,
plus l'éco-prêt à taux zéro, plus les aides locales. Ça n'apparaît pas ici, mais il y a l'aide de Grand Lac également qui est ajoutée ici, qui normalement apparaissait, mais qui est effacée par le cadre. Et puis, deuxième parcours qu'on verra dans un deuxième temps, c'est le parcours alternatif avec MaPrimeRénov' Sérénité. Et MaPrimeRénov' Sérénité, c'est les aides de l'ANA. Alors, la difficulté pour s'y retrouver, c'est que MaPrimeRénov', c'est également l'ANA. Hein. Mais MaPrimeRénov' Sérénité, c'est les aides donc, pour seulement les ménages modestes ou très modestes et qui vont être accompagnés dans ces cas-là par un opérateur ANA, soit présent sur le territoire si on a une opération programmée d'amélioration de l'habitat, ce qui est le cas de Grand Lac, ce qui était le cas de Grand Chambéry et normalement c'est reconduit l'année prochaine. Donc sur ces secteurs-là, Cœur de Savoie également, on a un opérateur qui va être Solia pour Cœur de Savoie et Urbanis pour Grand Chambéry et Grand Lac, qui va prendre en charge les particuliers qui sont dans les revenus modestes et très modestes et qui font des travaux conséquents qui amènent 35% de gains énergétiques entre avant travaux et après travaux. Mais ça, on va y revenir un peu dans le détail. Donc, vraiment 2 parcours dissociés. Alors, on va regarder le premier parcours avec notamment la TVA. Peut-être que c'est là où tu veux intervenir, Andrea, peut-être pour spécifier, ou tu préfères le faire à la fin comme… Écoute, comme tu préfères, c'est vrai que ça peut être intéressant. Si ça de te le va. faire là, hein? Ouais. Je vais te permettre de partager l'écran parce que tu dois avoir Super. un diapo. Hop, voilà. C'est bon, tu peux partager. Moi, j'ai arrêté le partage normalement. Et là, ça a dû fonctionner. Vous voyez tous ma présentation? Ouais, très bien. Super. Alors, je vais mettre en plein écran. Donc, l'idée, c'était de présenter rapidement un petit peu les règles concernant les taux de TVA réduits. Hop. Je vais vous présenter très rapidement la CAPEB. Donc, la CAPEB, on est une confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. On est grosso modo un syndicat. On peut le traduire un petit peu comme ça. Donc, la vocation de la CAPEB départementale, notamment, c'est de promouvoir, représenter et défendre les intérêts des entreprises du bâtiment. Donc, on va accompagner ces entreprises, je ne sais pas si on a parmi dans le lot du coup, sur toutes ces relations commerciales, gestion du personnel, donc ressources humaines, tous les aspects juridiques, techniques, législatifs, effectivement, ainsi que l'entretien des relations avec nos partenaires. Donc, on est 95 CAPEB départementales. Donc, on a une autonomie financière et au niveau de notre mode de fonctionnement. L'idée est de conserver un pied sur le territoire, donc être au plus proche des entreprises et des contraintes qui sont effectivement relatives au territoire et qui vont être vraiment pas les mêmes en fonction des départements. Derrière, on a 12 CAPEB régionales et une confédération qui, elle, est située à Paris et va côtoyer les députés, l'Assemblée nationale, etc. Donc, on a un statut un petit peu de type associatif, même beaucoup, c'est-à-dire qu'on est dirigé par des entreprises du bâtiment que je vous ai représenté ici. Donc, c'est un bureau et un comité d'administration et des bureaux de section, donc en fonction des activités des entreprises. Donc, on a une belle représentativité féminine, on en est assez content, de chefs d'entreprise qui s'investissent beaucoup au niveau de l'entreprise et également du syndicat. Un petit mot sur le contexte de la TVA réduite. En fait, la TVA, donc, qui est à l'initiative de la CAPEB, en 1999, après concertation avec le gouvernement, est apparu le taux réduit de 10% pour les travaux de rénovation, donc pour les habitats. Et en 2014, le fameux taux de TVA à 5,5 pour les travaux de rénovation énergétique. Donc, on n'est pas anodin au niveau de ces nouveaux dispositifs. Donc, ce qui a présenté l'avantage, au final, de favoriser et rendre accessibles ces travaux de rénovation.
mais qui a foutu un petit peu le bordel quand même dans le système de la TVA. Donc, on s'applique effectivement à communiquer dessus et à accompagner les entreprises adhérentes CAPEB sur ces questions-là. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Alors, nous, en fait, nous sommes privés, tout simplement parce qu'on vous défend. Et par conséquent, on ne peut pas toucher de subventions du gouvernement pour conserver notre impartialité. Donc, on fait payer une petite cotisation annuelle aux entreprises adhérentes. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour ceux que ça intéresse. Donc, un petit point rapide également sur l'application du taux de TVA. Alors, moi, je vous en parle, je vous le présente. En vérité, l'organisme qui a le dernier mot et qui gère tout ça, c'est l'administration fiscale. Donc, on va avoir certaines informations, certaines règles. Je vais vous présenter également où trouver les infos et comment ça s'applique. Mais voilà, c'est l'administration fiscale qui aura toujours le dernier mot. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter également pour en savoir plus si vous avez un doute sur un chantier spécifique. Donc, qui doit payer la TVA? C'est les particuliers, bien entendu. L'entreprise a effectivement un rôle de collecteur du taux de TVA et effectivement une responsabilité d'appliquer le bon taux de TVA. En cas d'erreur et en cas de contrôle de l'administration fiscale, c'est l'entreprise qui doit régulariser bien souvent ce taux de TVA avec des amendes possibles. Donc, il y a une véritable responsabilité et engagement de l'entreprise sur ces questions-là, ce qui parfois est un petit peu oublié. Donc voilà, entreprise, soyez vigilants sur la bonne application du taux de TVA, vous en avez la responsabilité. Alors, les deux règles de base pour l'application du taux de TVA réduit. Alors, moi, il y a vraiment deux règles que je me suis ancrées dans la mémoire. Je vous invite à faire le même parce qu'on a vite fait de se perdre. La première chose, le taux de TVA réduit s'applique aux bâtiments destinés à l'habitation. Donc, règle numéro 1, ça concerne uniquement les habitats ou à rôle d'habitat de résidence. Et ensuite, aux habitats de plus de 2 ans. Donc, habitat et de plus de 2 ans. Après, derrière, voilà, il y a certaines règles qui viennent compliquer un petit peu les choses, mais ça permet quand même de s'y retrouver un petit peu plus. Donc, ça, c'est la première base. Je vous ai présenté dans un petit tableau quelques exemples, justement, de cas de figure qu'on a pu avoir et les taux de TVA appliqués. Donc, notamment, une grange qui n'avait pas à destination d'être un habitat, mais qui est destinée effectivement à une habitation, peut bénéficier du taux de TVA réduit. Attention néanmoins à la remise à neuf, où le risque est de passer le tout à 20%. Tout ce qui va être copropriété, sous condition qu'on ait une surface supérieure à 50% qui est réservée à l'habitation. Les maisons de retraite, c'est toujours un petit peu la question, mais ça s'y applique. Les églises, eh bien non. Les maisons d'hôtes, les hôtels, non plus. Les maisons volontaires, bien sûr, et les hôpitaux non plus. Voilà, pour quelques petits points d'éclaircissement. Alors, donc on va se retrouver dans le bâtiment avec 3 taux de TVA. La première, donc, de 10% pour tous les travaux de rénovation. La seconde à 5,5 pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, sous condition, bien entendu, de respecter les critères énergétiques, dont certains ont été présentés par Mickaël, au niveau de l'indice thermique, du air, au niveau des conditions d'émission de gaz ou de performance au niveau des systèmes de chauffage. Voilà pour citer quelques exemples. Et tout le reste est sur un taux de TVA à 20%. Donc, essentiellement sur de l'habitat neuf ou de remise à neuf. Voilà, petite précision également, le taux de TVA réduit va concerner la pose et fourniture de ces équipements et installations, ainsi que l'entretien et la maintenance. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair?
Je ne sais pas du coup si vous êtes trop concernés. Après, vous devez voir même au niveau des bureaux d'études des devis passés. Bon, je continue. Donc, où chercher les informations? Alors, moi, je me réfère énormément au BOFIP ou BOI. Donc, les BOFIP, c'est tout simplement une interprétation des lois en vigueur par l'administration fiscale. Donc, voilà, ça reste une interprétation. Donc, voilà, ce sera le CGI qui restera dans tous les cas le texte de loi qui va avoir le dernier mot, on va dire. Mais ça a le mérite de quand même bien simplifier et bien traduire des fois un discours juridique qui n'est pas toujours accessible. Donc, je vous invite effectivement à les consulter en cas de doute. Je vais voir si j'arrive. Hop. Ça va peut-être récupérer. Il y a une question du coup, Andrea, oui. dans le chat, c'est quelle différence entre remis à neuf et rénovation? Ah. Remise à neuf et rénovation. Alors, on le verra un petit peu juste derrière, effectivement, la nuance. La remise à neuf est une rénovation en soi. Néanmoins, on va y apporter un degré en fait de rénovation et c'est là où va être la différence justement qu'on va retrouver sur ces deux aspects et au niveau des taux de TVA néanmoins. Si je peux me permettre, on regardera ça juste derrière au niveau des attestations simplifiées et attestations normales. Ce sera un petit peu plus clair justement jusqu'où s'arrêtent ces questions de rénovation. Donc voilà, justement, une des pistes possibles pour se remémorer et comprendre un petit peu l'application de ces taux de TVA, c'est justement l'attestation normale ou l'attestation simplifiée. Alors, l'attestation normale, elle va concerner essentiellement les grosses œuvres, tout ce qui va être grosses œuvres. On y retrouve plus de détails. En fait, c'est là où ça peut être intéressant pour s'y retrouver. Plus de détails sur justement ces questions de où s'arrête la rénovation et remise à neuf. Et l'attestation simplifiée, c'est la plus courante, par exemple pour la rénovation sur une installation spécifique, isolation ou système de chauffage. C'est celle qu'on va retrouver le plus. Après, voilà, n'hésitez pas à consulter également le service public avec le lien que je vous ai intégré juste là. Et pour les adhérents CAPEB, on a des petits tableaux récapitulatifs. Je suis désolée, j'aurais aimé les communiquer à tout le monde. Mais voilà, c'est un service qu'on réserve effectivement à nos entreprises adhérentes. Allez, un petit focus sur l'attestation normale et l'attestation simplifiée. Je vais départager l'écran et relancer avec l'attestation simplifiée. Alors, tchac. Et voilà. Donc là, c'est bon? Mickaël, on voit bien l'attestation normale? C'est très bien. Impeccable. Super. Alors, il faut savoir que l'attestation normale, c'est une attestation qui engage les clients. C'est une attestation sur l'honneur où ils vont attester que le bâtiment est bien à destination d'un habitat, qu'elle a bien plus de 2 ans et qu'elle n'a pas été soumise à certaines particularités. Donc, on y retrouve au niveau de la nature des locaux, un petit peu le débrief sur ces questions c'est bien celle-ci, d'habitat de plus de 2 ans, etc. Donc, c'est des cases à cocher, hein. Rien de bien compliqué. Derrière, la nature des travaux. Alors, il y a cette condition de si vous effectuez des travaux, on va dire, structurels, plutôt de grosses œuvres, donc qui vont jouer sur les aspects fondations, sur les aspects rigidité de l'ouvrage, notamment au niveau des travaux de charpente, sur les aspects façade, vous démolissez totalement des murs de l'habitat, on va
voilà, si ces travaux affectent 50% de la surface, soit de la charpente, soit des dalles, du dallage, soit des murs, on va tout passer à 20% derrière. Donc, c'est les petites cases à cocher ici. Si jamais la fondation rende à l'état neuf par ajout ou remplacement la moitié au plus des fondations, tous les travaux sur les 2 années à suivre vont tous s'appliquer sur les 20% parce qu'on a touché ces éléments structurels. Il faut être vraiment vigilant à ce niveau-là. Donc, pareil, hein, sur les choix de décision de rénovation, des fois, ça peut voir le coup. On lance des travaux de charpente et d'attendre 2 ans pour poursuivre les travaux, dans la mesure du possible, bien entendu. Ensuite, sur les éléments de second œuvre. Globalement, on y retrouve voilà, les 5 principales catégories de seconde œuvre et ces petites cases à cocher. Donc, les travaux ne portent pas sur cet élément. OK. Les travaux rendent à l'état neuf moins des 2/3 de cet élément. Donc là encore, on est sur les questions de surface. Si les 5 sont cochés, on reste sur du 10 ou du 5,5. Il n'y a pas de souci. Les travaux rendent à l'état neuf les 2/3 ou plus de cet élément. Là, si on a 5 cases de cocher, par exemple celle-ci et le système de chauffage, voilà, il n'y a pas de travaux de chauffage, on reste sur du 10 ou du 5,5. Si les 6 cases sont cochées, on passe en état neuf. En tout cas, au niveau du point de vue l'administration fiscale et tout passe à 20. Et derrière, effectivement, hop, je vais revenir sur les autres petites règles spécifiques. Voilà, je vous ai mis tout ce qui est n'est plus valable pour les constructions neuves, agrandissement, surélévation de la toiture. Agrandissement, c'est notamment augmentation de plus de 10% de la surface des planchers. Vous faites une extension à la maison tout en réalisant des travaux de rénovation énergétique. Si l'extension fait plus de 10% de la surface des planchers existants, tous les travaux vont passer sur du 20%. Et voilà, le petit récap de plus 50% du gros œuvre, on passe sur du remise à neuf et plus de 2/3 des silos second œuvre, on repasse sur la mise à neuf. Alors, pareil, petit point, TVA réduite à 5,5, ne pas confondre avec le RGE. J'ai pas mal d'entreprises qui me disent, je ne suis pas RGE, je ne peux pas appliquer le taux de TVA à 5,5. C'est faux. Voilà. C'est extrêmement lié, mais on n'est pas du tout sur les mêmes régimes. Donc, une entreprise qui n'est pas RGE peut appliquer la TVA 5,5. Donc, voilà, après, c'est des éléments… Ah oui, au niveau des travaux induits, et c'est là où ça devient compliqué. Quels sont les travaux induits? Eh bien, les BOFIP ne le précisent pas, c'est extrêmement flou. Les travaux induits, par exemple, sur les travaux sarking avec le changement de la couverture, eh bien, l'administration fiscale dit oui, c'est bon, si on répond à R2.6, on est bien sur du 5,5, mais les travaux induits, qu'est-ce qu'ils sont? Et là, malheureusement, c'est le flou total. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y perdent. C'est l'administration fiscale qui a le dernier mot, mais nous, on s'était un peu penché sur le sujet. Il faut vraiment conserver une logique par rapport à ces taux réduits et travaux indissociables. Ces travaux induits, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est indissociable aux travaux de rénovation énergétique. Et là, typiquement, pour les sarkings, c'est compliqué. Moi, je reste bien souvent sur une réflexion de tout ce qui va précéder, on va dire, les travaux d'isolation, on va le tolérer sur du 5,5. Tout ce qui va donc suivre derrière ces travaux d'isolation, on est sur du 10. Les travaux de couverture, c'est du 10. L'installation d'échafaudage, c'est plus compliqué. En vérité, il est demandé une ventilation de ces installations en fonction des travaux de couverture et des travaux d'isolation. Après, voilà, il y a quand même une certaine tolérance qui est faite à ce niveau-là. Je fais vraiment très rapidement parce que voilà, la présentation est longue. Je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis mon contact, donc n'hésitez pas à m'appeler.
Et puis, on a une petite campagne CAPEB sur la rénovation énergétique parce que, comme dit Mickaël, c'est quand même un petit peu le bordel, toutes ces aides. Ça évolue souvent et du coup, voilà, l'idée, c'est de rappeler au gouvernement que le principe est bon, mais que simplifier un petit peu le mode de fonctionnement, ce serait quand même topissime parce que c'est compliqué. Voilà. Merci, Mickaël. Pas de souci. Bah, c'était parfait. Impec. Et du coup, tu pourras le remettre, peut-être on prendra le diaporama avec tes diapos à toi pour la Ah, bah oui. présentation, tu vois, Oui. pour que ce soit comme ça. Hop. Alors, je m'étais basée, hein, de toute façon, sur ta... Voilà, j'ai poursuivi Ouais, derrière ta présentation. ça marche. Alors... Voilà. Alors, donc TVA à taux réduit, on a vu. Ensuite, on passe sur la partie prime rénov avec donc cette aide de l'État qui bah, vous fait peut-être un peu arracher les cheveux ces derniers mois, puisque c'est quand même compliqué, à la fois pour le type de devis à donner et puis à la fois pour que les gens s'en sortent pour faire leur dossier sur Internet. Donc on est vraiment sur de la numérisation maintenant des aides financières. À savoir que nous, on est en train, une petite aparté, mais de travailler avec les réseaux France Service, qui sont des réseaux d'accompagnement des personnes en fracture numérique, mais qui sont des réseaux pour lesquels pour l'instant on n'est pas partenaire avec eux et ils sont partenaires notamment avec les impôts, avec les caisses de retraite, avec l'assurance chômage, etc. Et du coup, ces personnes-là, on les forme petit à petit, mais elles n'ont pas forcément de temps alloué pour faire cet accompagnement pour les particuliers. Donc, c'est aussi fonction de leur capacité, de leur temps selon les secteurs. Donc, voilà, sachez qu'on travaille avec eux. Elles sont censées pouvoir aider les personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas accès à Internet à faire leur dossier d'aide financière. Voilà. Donc, ma prime rénov', donc c'est une aide de l'État qui est jusqu'à 20 000 € sur 5 ans par logement. Et puis, on est également sur une aide qui va à la fois aux propriétaires occupants, aux copropriétaires, aux propriétaires bailleurs. C'est ouvert aux usufruitiers et aux titulaires d'un droit d'usage. Donc, ne sont pas éligibles les nus propriétaires et les personnes morales type SCI. L'idée de ma prime rénov', c'est vraiment d'encourager les rénaux globales et ambitieuses, sachant que ça va être un petit peu modifié normalement début d'année prochaine, mais on n'a pas encore les données. C'est cumulable avec les certificats d'économie, c'est cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro et avec les aides des collectivités locales. Sachant que, par contre, ce n'est pas cumulable avec l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, qu'on verra après, qui est plus à destination des ménages modestes et très modestes. On peut être accompagné par un mandataire, certaines entreprises le sont d'ailleurs, pour faire ce dossier-là. Donc, le particulier peut être accompagné par un mandataire, mais qui ne peut pas créer le compte du bénéficiaire. Donc, c'est une fois le compte créé, le bénéficiaire pourra adjoindre son mandataire au niveau de son compte. Donc, voilà, la première démarche est quand même faite par le bénéficiaire. Voilà les revenus et les catégories. Hein. Donc, c'est bien les personnes composant le foyer fiscal. Donc, s'il y a 2 adultes et 2 enfants, bah, c'est 4 personnes dans le foyer fiscal. Et le revenu fiscal de référence maxi pour chaque couleur. Donc, vous voyez que les personnes éligibles ANA, c'est-à-dire revenus modestes et très modestes, sont ici dans les couleurs bleu et jaune. Ensuite, on a les personnes à revenus intermédiaires, qui sont les violets, et les personnes à revenus supérieurs, qui sont les roses. Et vous allez voir que les aides sont très différentes selon les plafonds de ressources. Si on prend quelques exemples ici, par exemple, prenons l'exemple d'une chaudière granulée. Vous voyez que si je suis en bleu, donc en très modeste, j'ai 11 000 € d'aide, ma prime rénov'. Si je suis en modeste, j'ai 9 000 € d'aide. Et si je suis en violet, donc en intermédiaire, j'ai 5 000 €. Et en rose, je n'ai pas d'aide et j'ai très peu d'aide pour la rénovation. En rose, on va être surtout sur des aides globales, donc type aide à la rénovation globale qui va nécessiter un audit énergétique par un auditeur et puis les aides bonus sorties de passoire également.
À savoir que MaPrimeRénov' n'aide plus l'isolation des combles perdus et du plancher bas. Hein, donc, ce sera seulement les certificats d'économie qui seront voilà, donnés pour ces travaux-là. Et au niveau des copropriétés, pour être éligible à MaPrimeRénov', les copropriétés doivent, comme pour l'habitat individuel, avoir plus de 15 ans, hein, le bâtiment, être composé à 75% minimum de lots en résidence principale. Alors ça peut être une problématique pour notamment les copropriétés de stations, hein, où il y a quand même quelques personnes des fois qui sont en habitation à l'année et puis le reste c'est en résidence secondaire. Mais voilà, c'est un des critères pour avoir accès à MaPrimeRénov' copro et avoir un gain d'économie de 35% d'économie d'énergie entre avant travaux et après travaux. Ce qui veut dire que ça nécessite forcément un travail, une estimation des gains énergétiques par un AMO, hein, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va estimer les gains après travaux. Et puis, on aura des bonus par logement en fonction, voilà, sortie de passoire, basse consommation, etc. Donc, MaPrimeRénov' copro, ça existe pour les travaux des parties communes et avec ces 35% de gains et ces 75% de l'eau résidence principale. Les certificats d'économie d'énergie, donc là, c'est les entreprises privées, hein, les pollueurs-payeurs qui vont donner ces certificats d'économie. Le fonctionnement, donc voilà, obligation des fournisseurs d'énergie. Hein. On va être alors avec des C2E qui évoluent au fil de l'année, au fil des périodes de certificat d'économie, puisque c'est fonction du prix de marché du certificat d'économie. Ça va concerner par contre là un peu plus de monde, donc les propriétaires occupants, les locataires en résidence principale et secondaire, et les bâtiments de plus de 2 ans et non pas de plus de 15 ans comme MaPrimeRénov'. Et depuis le 1er juillet 2022, c'est cumulable avec MaPrimeRénov' Sérénité. Donc avant MaPrimeRénov' Sérénité prenait en compte à la fois les certificats d'économie et MaPrimeRénov' Sérénité. Et maintenant, les gens doivent faire une demande de certificat d'économie en parallèle à MaPrimeRénov' Sérénité. Alors, avant de signer les devis, notamment pour les certificats d'économie d'énergie, donc il faut faire sa demande sur le site qu'on va choisir pour avoir un certificat d'économie. Donc, il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça s'appelle C2E, ça s'appelle prime énergie, prime chaudière, chèque énergie. Mais en tous les cas, voilà, il faut faire sa demande avant de signer un devis et surtout ne pas dire que le devis est signé quand on fait son dossier. On va valoriser qu'une seule fois ces certificats d'économie, évidemment. Et les travaux seront soumis à des conditions de performance énergétique notamment. Alors, il y a des primes coup de pouce qui existent, coup de pouce et coup de boost chauffage, qui sont hors conditions de ressources. Vous voyez que si on remplace une chaudière gaz par une chaudière biomasse, on est à 2 500 € d'aide. Et puis, si on remplace une chaudière fuel, eh bien, on est à 4 000 € de coup de boost. Voilà. Ensuite, on a des primes coup de boost aussi pour les ménages coup de boost et coup de pouce pour les ménages précaires qui vont être un peu plus importants. On passe à 4 000 € toujours pour la chaudière biomasse et 5 000 € si on remplace une chaudière fuel. Donc ça, vous aurez le diaporama. Je ne rentre pas dans le détail de chaque tableau parce que c'est quand même bien complexe. Mais voilà, sachez qu'il y a en sortie de gaz, sortie de fuel, on a des primes coup de boost qui existent. Alors, il y a aussi une prime coup de pouce rénovation globale où là, on est sur des opérations avec des bâtiments dont la consommation, soit la consommation d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh par mètre carré par an, et donc un gain énergétique en complément de 55%, soit une autre opération qui est un gain énergétique de 35% et des consos en énergie primaire supérieurs à 331 kWh par mètre carré par an. Donc, dans les deux cas, on a un audit obligatoire, un audit énergétique obligatoire, et on a un coup de pouce rénovation globale qui est possible. Alors, où est-ce qu'on peut demander les primes C2E? On a trois EPCI, donc communautés de communes, qui ont
contracter avec des opérateurs et nous, on vous indique ces liens-là, que ce soit Grand Chambéry, Cœur de Savoie ou la PTV, Assemblée de Pays de Tarentaise Vanoise. En fait, ils ont contracté avec un opérateur qui s'appelle Prime Énergie. C'est le même opérateur en plus pour les 3 collectivités. Ce qui vous évite d'aller chercher à droite à gauche. Bon, alors c'est pas forcément il n'y a pas de comparatif pour dire que c'est les meilleurs pour tel et tel système, mais en tous les cas, nous, on le conseille aux particuliers aujourd'hui, surtout pour leur éviter d'être démarchés par des opérateurs une fois qu'ils ont cherché un petit peu à droite à gauche sur Internet des C2E. Voilà pourquoi on se permet de donner ces sites-là sans aucun lien spécifique de financement attitré. Troisième aide financière, c'est l'éco-prêt à taux zéro qu'on peut obtenir auprès de sa banque ou d'une autre banque si notre banque est un peu frileuse. C'est intéressant quand même cet éco-prêt à taux zéro parce qu'en fait, il va être sous 2 formes. Donc, il peut être pour les propriétaires occupants, pour les propriétaires bailleurs, pour les SCI. Soit on a un prêt à taux zéro, un éco-prêt à taux zéro avec par travaux. Donc 7 000 € pour une action simple sur les parois vitrées, par exemple. 15 000 € si on est sur une action simple, mais pour un autre investissement. 25 000 pour 2 bouquets de travaux et 30 000 pour un bouquet de 3 travaux. Et puis, on peut avoir un éco-prêt pour une rénovation globale. Et là, on va jusqu'à 50 000 € d'éco-prêt avec une durée de prêt qui est maintenant portée à 20 ans. Donc ça, c'est aussi intéressant. Cet éco-prêt rénovation globale, il faut un gain énergétique entre avant travaux, après travaux de 35 %, mais c'est vraiment un éco-prêt plutôt intéressant. Et il vient de sortir également, je ne crois pas que je l'ai mis sur la diapo, mais un lien entre MaPrimeRénov' et les éco-prêts pour faciliter la mise en place de l'éco-prêt. À partir du moment où on a demandé MaPrimeRénov' pour un type d'investissement, on va pouvoir contracter plus facilement l'éco-prêt en lien avec la banque. Donc ça, c'est quelques banques qui l'ont mis en place et c'est aussi pour faciliter et permettre une prise en charge du reste à charge, c'est-à-dire que du coup, il va y avoir une avance en fonction du reste à charge et ça va permettre aux gens de ne pas être obligés d'avancer la partie qui va être remboursée par les aides. Donc ça, c'est plutôt très important, surtout pour les ménages modestes et très modestes. Alors, donc l'éco-prêt à taux zéro, il y a aussi un formulaire à remplir, le même principe un peu que pour la TVA tout à l'heure, un formulaire emprunteur. Sachez que la banque est libre de refuser l'octroi d'un éco-prêt et est libre de vous amener à souscrire une assurance emprunteur. Je dis ça parce que notamment pour des ménages qui sont assez âgés, on va avoir des banques qui vont avoir tendance à mettre des assurances emprunteurs assez fortes, voire très très fortes et assez dissuasives. Donc n'hésitez pas à regarder auprès d'autres banques qui peuvent être un peu plus ouvertes parfois. Et c'est aucune obligation que ce soit votre banque qui fasse le prêt ou la banque du client qui fasse le prêt, ça peut être une autre banque. Donc, on a 3 ans pour réaliser les travaux, une fois le prêt accordé. Et puis, toujours pareil, on a des factures de travaux à donner et à justifier une fois les travaux réalisés auprès de la banque. Quatrième aide, ce sont les aides locales avec sur la Savoie. Pour l'instant, on a le département, Grand Chambéry, Cœur de Savoie, Cœur de Maurienne-Arvent et Grand Lac qui donnent des aides spécifiques. Le programme du département, alors ça va évoluer en début d'année prochaine, mais ils ont mis également un critère de revenu, donc un revenu fiscal de référence maxi en fonction du nombre de personnes dans le foyer fiscal. Là, on est sur des résidences principales de plus de 10 ans, et non cumulables avec MaPrimeRénov' Sérénité parce que le département vient abonder quand les personnes ont droit à MaPrimeRénov' Sérénité. Voilà. Et c'est quand même pour des logements qui sont assez énergivores, c'est-à-dire c'est plutôt plus 10 ans et en plus des logements qui sont classés entre D et G, donc assez énergivores. Voilà les aides. Alors, c'est vraiment des aides enveloppe, donc isolation, toiture, mur, plancher bas, parois vitrées et appareil de chauffage au bois. Pour cette année, c'est vraiment ça qui est ciblé. Et avec des critères enveloppe notamment plus élevés que les critères MaPrimeRénov', donc à bien noter.
Voilà, les aides locales. Alors, on est sur une conférence, même si je sais que les artisans ou les bureaux d'études travaillent sur tout le département, mais là, on est vraiment spécifique Grand Lac. Donc, les aides de Grand Lac sont assez intéressantes, hein. Elles viennent compléter, notamment pour les ménages qui se trouvent en violet ou rose, des aides qui ne sont pas forcément très conséquentes. Elles viennent être complétées jusqu'à 8 500 € en fonction des travaux effectués. Et pour les ménages modestes et très modestes, bah, c'est pareil, Grand Lac vient compléter les aides de l'ANA, MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, ça donne des projets qui peuvent vraiment être bien aidés sur ce secteur. Pour la partie aide, on est vraiment sur toujours 35% de gains avant travaux, après travaux, et des travaux qui vont porter sur l'isolation et la ventilation. Hein, donc, les aides de Grand Lac ne viennent pas aider des travaux de système. Pour les copros, toujours sur Grand Lac, on est sur des aides pouvant aller jusqu'à 2 500 € par logement pour des travaux communs et avec un projet de 25% de gain d'énergie minimum, toujours avant travaux, après travaux. Donc, nous, on accompagne les particuliers qui sont dans les couleurs violettes et roses sur Grand Lac qui ont des projets de rénovation et ils doivent passer par nous pour avoir droit à ces aides. Et c'est Urbanis qui est l'accompagnateur éligible pour les personnes éligibles ANA, donc les couleurs bleues et jaunes qu'on a vues tout à l'heure, donc modeste et très modeste. Alors, si on synthétise pour les aides financières, donc toujours, ah non, c'est pas la synthèse du tout, c'est de dire qu'on va parler de MaPrimeRénov' Sérénité. Le titre ne correspond pas, mais pardon, on parle MaPrimeRénov' Sérénité maintenant. Donc là, on a vu le premier parcours classique, TVA, MaPrimeRénov', C2E, Écoprêt, aide locale. Et là, on va regarder plus précisément MaPrimeRénov' Sérénité, donc pour les ménages modestes et très modestes. La petite particularité qui existe aujourd'hui, c'est que des ménages modestes et très modestes, si vous vous rappelez le tableau, je ne fais pas d'interrogation écrite heureusement à la fin, parce que c'est quand même bien complexe, mais le tableau avec les aides de MaPrimeRénov', les personnes en revenus modestes ou très modestes peuvent faire des demandes, on appelle ça one shot, quoi. Juste, je fais une demande parce que je change ma chaudière. Et dans ces cas-là, ils ne sont pas forcément dans le gain de 35% et ils ne sont pas dans le cadre de MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, ils peuvent demander MaPrimeRénov' classique pour un travaux de 2 investissements, 3 investissements, 4 investissements, comme ils le souhaitent. Ou ils peuvent demander le parcours MaPrimeRénov' Sérénité. C'est l'un ou l'autre. Alors, l'avantage en faisant MaPrimeRénov' Sérénité, outre le fait qu'ils ont cette obligation des gains de 35% avant-après travaux, c'est qu'ils vont être accompagnés par ces opérateurs ANA. Alors que de l'autre côté, ils vont faire leur démarche un peu plus seuls. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de les guider vers, s'ils vont sur des gains énergétiques conséquents quand même, de 35%, vers cet accompagnateur ANA qui va quand même les guider et puis aller collecter les différentes aides auxquelles ils ont droit. Alors pour les montants, en fait, pour les très modestes, hein, donc les bleus, on va être 50% du montant total des travaux hors taxes, avec une aide Habiter Mieux Sérénité qui sera maxi de 15 000 €. Et pour les modestes, on sera à 35% du montant total avec une aide maxi de 10 500 €. Vient compléter le département, qui est complète à hauteur de 10%, les certificats d'économie et puis les aides locales. Donc à regarder un peu précisément, parce que parfois c'est plus intéressant de demander cette aide MaPrimeRénov' Sérénité. Parfois c'est plus intéressant de demander une aide classique MaPrimeRénov' au cas par cas. Donc voilà, c'est un peu à regarder à la louche, sachant que voilà, je vous dis bien, cet accompagnement de l'opérateur ANA, notamment dans les secteurs où il y a une opération programmée d'amélioration de l'habitat, vient faciliter quand même les dossiers et puis le passage à l'action pour les travaux. Donc les plafonds de ressources, on les a vus tout à l'heure, hein, donc on est sur ces plafonds de ressources-là. Et on a des bonus qui sont cumulables avec le programme MaPrimeRénov' Sérénité, donc le bonus sortie de passoire et le bonus bâtiment basse consommation. Voilà, donc ce parcours, hein, donc nous, les gens vont passer par nous, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent nous appeler pour avoir un conseil.
S'il y a possibilité d'avoir les 35% de gains, eh bien, on les oriente vers un opérateur qui va faire la visite sur place, qui va faire un diagnostic énergétique, une simulation avant travaux, après travaux. En 1 mois et demi, en gros, l'ANA analyse la demande, les réalisations des travaux, et en 2-3 semaines, la personne a son aide qui est versée. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il fasse une avance, d'où l'intérêt de cet éco-prêt avec l'avance de l'aide notamment. Voilà. Alors, si on veut synthétiser un petit peu tout ça, même si c'est un sacré exercice, on vous a mis un petit tableau où on dit ce qui est cumulable ou pas. Donc, alors ici, il y a une nouvelle croix qui devrait apparaître, une petite vraie rouge, parce qu'en fait, depuis le 1er juillet, c'est cumulable, hein, MaPrimeRénov' Sérénité avec les aides des fournisseurs d'énergie, donc les C2E, mais tout le reste est correct. Donc voilà, si on fait MaPrimeRénov', on peut faire l'éco-prêt à T0, on peut faire les aides des collectivités locales et on peut faire les aides des fournisseurs d'énergie. Attention aussi à l'écrêtement, parce que au niveau du calcul de MaPrimeRénov', donc quand on va déposer son dossier MaPrimeRénov', enfin faire sa demande de dossier MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' va nous demander est-ce que vous allez avoir des aides locales, est-ce que vous allez avoir des certificats d'économie d'énergie. Et ils vont venir écrêter avec des pourcentages qui varient en fonction de notre couleur de revenu fiscal de référence. Donc, le montant cumulé de MaPrimeRénov' et des aides des fournisseurs d'énergie ne peut pas dépasser 90% pour les personnes bleues, 75% pour les jaunes, 60% pour les violets et 40% pour les roses. Voilà. Et toutes les aides, évidemment, ne peuvent pas cumuler 100% pour tous les ménages. Donc ça, c'est une règle nationale, hein, pour toutes les aides, quelles qu'elles soient. On ne doit pas avoir plus d'aides que ce que ça nous a coûté, ce qui est plutôt logique. Voilà, donc là on est vraiment sur la synthèse pour le coup, 2 parcours. Si on a un revenu inférieur aux critères de l'ANA, soit on fait MaPrimeRénov' Sérénité, soit on fait MaPrimeRénov' mais avec les couleurs bleues et jaunes, hein, et puis dans ces cas-là, on vient ajouter les C2E, l'éco-prêt et les aides locales. Soit si on a un revenu supérieur aux critères de l'ANA, donc dans les couleurs violettes et roses, et bien là on est sur MaPrimeRénov' violet ou rose par travaux ou rénovation globale, plus intéressant pour les roses notamment, les certificats d'économie et les aides locales et l'éco-prêt. Ensuite, en termes d'ordre de dépôt des dossiers, vous voyez qu'on va d'abord déposer les primes C2E. Comme ça, on aura une idée du montant de C2E et on pourra l'indiquer quand on fera MaPrimeRénov'. Même chose, on dépose les demandes d'aide locale en amont. Ensuite, on vient faire la demande MaPrimeRénov'. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces infos, on peut faire la demande d'éco-prêt. Voilà, donc n'hésitez pas, que vous soyez bureau d'études, que vous soyez artisan ou prescripteur, à nous envoyer les personnes qui sont, à vraiment les diriger vers nous, les personnes qui sont en questionnement. On fera des premiers conseils et puis on les guidera et on fera des rendez-vous s'il y a besoin pour vraiment faciliter leur démarche et leur expliquer tout ce dont ils doivent savoir pour ne rien perdre de toutes ces aides financières qui les aident quand même souvent à aller un peu plus loin que ce qu'ils avaient prévu au départ. Et c'est là où nous, on a notre rôle, notamment au premier contact, de faire un bilan un petit peu avec les gens au téléphone pour dire, voilà, vous pensez, si je prends l'exemple quelque peu classique cette année, hein, puisque c'est majoritairement ça qu'on a en dossier MaPrimeRénov' sur la Savoie à l'échelle nationale, remplacer sa chaudière fuel par une pompe à chaleur. Eh bien, nous, on va dire, voilà, est-ce que vous avez pensé à autre chose? Est-ce que vos combles sont isolés? Est-ce que vous êtes sûr qu'au niveau du plancher bas, il n'y a pas quelque chose à faire, etc. Pas pour dissuader, mais pour faire un petit bilan avant et essayer de faire en sorte que à la fois la personne s'y retrouve en termes de consommation énergétique au final, parce que le prix de l'électricité aujourd'hui est quand même très, très fort aussi, et en termes de confort, et qu'elle fasse le bon choix au bon moment.
Donc voilà, n'hésitez vraiment pas et... excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge et on les guidera au mieux.